Donc moi, je suis directrice des projets sur la CPTS Haute-Corrèze Ventadour. Donc on est assez loin de vous puisqu'on est en Corrèze. Enfin, on déborde un petit peu sur la Creuse. Peut-être que certains ont assisté à l'intervention qu'on a faite aux journées de la Fédération des CPTS le mois dernier. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on a été sollicité pour cette présentation. Donc nous, il faut savoir qu'on a sur la Nouvelle-Aquitaine, on a une association qui s'appelle Agora Lib qui chapeaute un peu toutes les CPTS et qui nous a proposé il y a 2 ans un appel à manifestation d'intérêt en lien avec l'ARACT, donc l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, donc sous forme d'appel à projet. Donc on a été plusieurs CPTS à se positionner, la nôtre a été retenue. Et à partir de là, on avait vraiment carte blanche de la part des porteurs de projets pour initier cette démarche sur la qualité de vie au travail des soignants. Alors nous, c'est peut-être pas très visible. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est le poster qu'on a soumis aux Journées nationales de la Fédé au mois de novembre. Donc poster qui avait été retenu et qui était donc affiché dans l'espace poster. Je vais peut-être, j'ai une autre présentation. Je sais pas si je suis autorisée à partager. Et Euh, si vous pouvez partager. je vais essayer peut-être de vous partager le PowerPoint puisqu'après on a animé un atelier. Et donc on a repris. Vous l'avez à l'écran? Oui, je pense. Oui, oui. Donc on a repris la présentation de ce poster un peu plus en détail pour expliquer notre démarche. Donc il y avait eu sur ce territoire déjà un début de réflexion locale parce qu'on avait déjà proposé des interventions sur de la cohérence cardiaque, on avait fait des ateliers de prévention de l'épuisement, on avait fait intervenir des ergots dans certains cabinets. On avait déjà initié un peu cette démarche. On est comme tout le monde, bien sûr, touché par tous les chiffres, toutes les études qui tombent et notamment, on avait fait un focus sur le rapport ministériel. Et puis, on a eu cette opportunité qui était la publication de l'appel à projet. On s'est dit, là, on tente d'initier cette démarche dans la CPTS avec en fait en ligne de fond un peu une hypothèse à vérifier, à savoir la démonstration que cette innovation organisationnelle qui est la CPTS peut-être est un moyen, est une ressource pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels et c'était vraiment la démonstration qu'on voulait faire dans ce projet. Donc pour ce faire, on a monté un groupe de travail. Moi, j'ai constitué un binôme avec une de nos neuropsychologues libérales qui avait aussi cette appétence et son parcours aussi sur cette thématique-là de prévention de l'épuisement. Moi, j'ai aussi pas mal de formations à côté. Je suis sophrologue aussi. J'ai pas mal fait de formations sur la prévention de l'épuisement. Donc, il y a eu aussi une opportunité de constituer ce binôme qui a fait que la mayonnaise a pris. On a constitué un groupe de travail où on nous a laissé carte blanche, un peu en mode expérimental sur cette CPTS. Et donc, on s'est dit, pour être sûr que tout le monde parle de la même chose, parce que bien sûr qu'on a tous conscience de l'état de santé de nos soignants, mais on s'est dit, on aura une phase un peu d'acculturation pour mettre en place notre démonstration et notre cheminement. Donc, on a décidé de faire un diagnostic territorial. Donc, on a lancé une enquête avec un questionnaire qui a été mûrement réfléchi. On a eu quand même, alors nous, on est une petite CPTS de taille 1, très très vaste au niveau territoire géographique, dans un contexte de démographie médicale et autres, euh, largement contraint, on va dire, puisqu'on est partie montagne de la Corrèze et on déborde sur le plateau de Mille Vaches, voilà, qui vous plantera un peu le décor du territoire. Euh, et on voulait savoir si l'état de santé de nos soignants était similaire à tout ce qu'on pouvait lire comme bibliographie. Donc on a lancé ce questionnaire. Donc je vous disais, c'est PTS taille 1, 60, un peu plus de 70 retours de questionnaire. Donc déjà, c'était un premier indicateur pour nous.
parce que c'était bien au-delà des taux de retour de tout ce que je peux envoyer. Donc déjà un premier signal qui avait vraiment un attrait pour cette thématique. Et puis des chiffres cohérents. Là, on avait remis le chiffre de 63% de nos répondants qui avaient déjà vécu une situation d'épuisement professionnel. Donc c'est cohérent avec les chiffres nationaux. Et puis voilà, mais vous pourrez jeter un coup d'œil sur les détails. Je vais pas tout vous détailler. Dans la méthodologie, on s'était appuyé, on travaillait sur un autre projet avec une sociologue enseignante à l'université de Limoges. Donc, elle a été aussi un bon appui pour nous pour avoir un rapport complet, bien renseigné à distribuer. Une fois qu'on a fait ça, sur les conseils de notre président qui est prof d'université, on a pris quelques professionnels de santé et on a fait une enquête, on a complété notre enquête quantitative par une enquête qualitative. On a fait en mode un peu focus group avec quelques professionnels qu'on avait triés sur le volet qui ont cru au début avoir été choisis par hasard. En fait, pour la plupart, c'était soit des professionnels que j'avais eus un peu en mode désespéré dans mon bureau, soit des professionnels qu'on avait déjà identifiés comme s'étant sortis de période rouge, soit des professionnels voilà qui avaient vraiment cette appétence. Donc on a fait ce focus group avec quatre grandes questions pour arriver à cibler ces facteurs d'épuisement, ces particularités liées au contexte de soignants. Et donc vous pourrez regarder un peu plus dans le détail. On a créé cette carte mentale avec donc les quatre piliers, la surcharge de travail et la charge mentale, le rôle central des soignants et la culpabilité qui fait souvent rentrer dans ce conflit de valeurs, l'impact vie personnelle, vie sociale, et puis la non-reconnaissance, notamment de toutes les tutelles, etc., mais parfois aussi des patients, et toute la cascade des frustrations. Et donc, on a fait cette carte mentale pour extraire aussi quelques verbatims qu'on a eu pendant ce focus group. Je peux vous dire que les soignants sont arrivés à 20 heures, un peu en mode observateur. Ça a été difficile de faire partir ce focus group. À minuit, on essayait désespérément de les faire arrêter de parler. On en avait fait un moment un peu convivial. Mais on s'est aussi rendu compte par cette enquête qualitative qu'il y avait cette nécessité de groupe de parole, d'espace un peu pour déposer. Et ça venait aussi nourrir notre envie de démonstration et de vraiment relier aussi cette notion de collectif comme ressource et comme soutien. Voilà, donc on a fait une synthèse de nos observations. On avait vraiment extrait aussi de ces résultats que cette sensation d'être ensemble, cette notion d'exercice coordonné pouvait peut-être être une ébauche de solution pour améliorer pas la seule, mais en tout cas être une partie des solutions proposées pour améliorer les conditions de travail. Et puis on a extrait voilà les faits saillants comme le gain de temps, le pouvoir d'action plus important sur la qualité, la pertinence des soins, la possibilité de rompre l'isolement entre professionnels. Et puis ce sentiment d'écoute, de soutien, de se sentir compétent dans les échanges, etc. On avait clairement démontré dans ces deux études que ça contribuait à limiter l'impact. Voilà, donc on a vu qu'il y avait une prise de conscience. On a réussi à démontrer aussi, et ça a été repris par quelqu'un tout à l'heure, je l'ai noté, qu'il y avait aussi cette dimension sur l'impact sur la qualité, la pertinence des soins. Et pour moi, c'était aussi important parce qu'on voulait pas que ce soit qu'un one-shot, cette AMI, on voulait en faire quelque chose derrière, mais se poser évidemment la question du financement, puisque vous savez qu'on est contraint à respecter des missions. Et là, on n'a pas de mission proprement dite dans les CPTS sur la qualité de vie au travail des soignants et la santé des soignants. Et donc, cette démonstration, elle me servait aussi, moi, après, pour aller défendre ce projet et de manière à pouvoir l'équilibrer sur la mission d'accompagnement des professionnels de santé, donc la mission 6, mais aussi la mission 5,
sur la qualité, la pertinence des soins. Et ça a été vraiment validé par tout le CA, tout le bureau, de se dire, OK, vas-y, on peut ventiler sur ces deux missions, c'est vrai. Vous en avez fait la démonstration, donc on continue. La fin de l'AMI est là. On arrête l'expérimentation, mais on continue. Alors, on reste un peu en mode expérimental parce qu'on est en train de tester tout un tas de choses, mais on peut continuer en le répartissant. C'est OK de notre côté aussi avec dans notre dialogue de gestion avec l'assurance maladie. Donc tout ça, c'est aussi important pour pérenniser les actions et pas proposer que des one-shot. Et surtout que nous, dans notre cheminement, on avait compris qu'il y avait cette notion d'acculturation qui était importante. OK, on a tous conscience que tous les soignants, et nous, on a englobé tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a interrogé aussi, on va dire, tous les professionnels du soin, on a interrogé les secrétaires médicales, hein, qui sont souvent aussi en première ligne et qui sont aussi en souffrance. Euh, donc, on avait mis tout le monde. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, et on voulait qu'il y ait cette notion d'acculturation avec le lien aussi avec la santé mentale parce qu'on avait un groupe de travail, on travaillait beaucoup sur cette question-là. On avait proposé dans le cadre de ce groupe de travail santé mentale, on a proposé aux soignants de suivre des formations PSSM, premier secours en santé mentale. Voilà, c'est une proposition qu'on a faite. On a été très surpris de l'accueil que ça a eu. Et vraiment, les soignants ont été, tous ceux qui ont participé à ces formations, on a formé une trentaine de personnes. Les retours ont été à 100%. Vraiment, ça a aidé dans la pratique quotidienne. Donc, ça a permis de raccrocher à cette action tout un tas d'autres actions qui étaient en cours. Et on s'est dit, cette notion d'acculturation, elle est importante. Donc, santé mentale, le prendre soin avec la double dimension vie pro, vie perso. Et donc, on a construit des modules de formation pour prévenir l'épuisement. Et donc, je crois que je l'ai mis après. Je ne sais pas si c'est assez gros à l'écran, mais je crois que dans le poster, vous avez le QR code. Donc là, en fait, la suite, ça va être de proposer un atelier, donc un groupe de travail, alors plutôt dirigé vers les libéraux puisque ça sera le soir. Donc on a construit avec la neuropsychologue, avec une méthodologie très stricte, on a construit un atelier de 4 modules avec une progression pour aller jusqu'à la dimension du collectif, vraiment de prévention de l'épuisement avec une reconnaissance de ses ressources, où je peux aller puiser mes ressources pour venir nourrir un peu On prend beaucoup de métaphores dans cet atelier, la métaphore du réservoir en énergie. Qu'est-ce qui va être de nature à nourrir mon réservoir en énergie, ce que nous on appelle les in. Comment je peux identifier tous mes out, c'est-à-dire tout ce qui va être consommateur d'énergie. Comment je peux arriver à atténuer un peu le flot de l'énergie avec cette notion de robinet. Comment je peux atténuer la pression. On se sert aussi, je ne sais pas si vous connaissez le site Psycom, qui est une ressource du ministère où il y a énormément de ressources. Il y a une métaphore sur la santé mentale qui s'appelle le cosmos mental, qui permet de comprendre comment on est submergé par certains événements, où est-ce qu'on peut aller chercher des ressources. Donc, on passe aussi par cette métaphore-là. Donc, concrètement, on va proposer cet atelier aux libéraux, là, à partir de début 2026. Et là, on vient de le tester aussi en format plus court sur du personnel d'EHPAD. On a fait 2 ateliers de 2 heures avec vraiment 100% de retours positifs vraiment sur cette notion d'acculturation en disant oui, ok, j'avais conscience que j'étais dans le rouge et maintenant je comprends pourquoi, je comprends où je peux aller puiser de l'énergie et sur quoi j'ai du pouvoir d'action. On a beaucoup aussi communiqué sur cette notion de facteurs externes sur lesquels on a peu de pouvoir d'action. Je ne sais pas si vous connaissez l'analyse Pestel qui est utilisée en stratégie de développement, où on a c'est un moyen mémotechnique, hein, le P, le E, le S, le T, le E, le L.
C'est tous les facteurs politiques, économiques, sociétals, techniques, écologiques et légaux. Tout ça, c'est des facteurs qui sont contraignants, qui viennent de l'extérieur et bien évidemment que le contexte du soin est très contraint par tous ces facteurs-là. Mais en fait, sur tout ça, on a très peu de pouvoir d'action. Et c'est vrai que là, il y a eu vraiment cette prise de conscience à l'EHPAD. Ok, on est focalisé, ça revient tout le temps dans les discussions. Tous ces facteurs reviennent tout le temps dans les discussions, donc on y met beaucoup d'énergie, c'est très consommateur d'énergie. Pour autant, sur ces facteurs-là, on a peu de pouvoir d'action. Alors, ça change pas la donne, on est d'accord, mais il y a une autre vision des choses qui va aussi nourrir ce processus de prise de conscience. Voilà. J'ai essayé de faire rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, nous, on est content d'avoir abordé cette question à l'intérieur de notre communauté parce que on voit que ça fait sens. On voit que ça vient aussi nourrir toutes les autres actions, que ça fait aussi, ça donne un côté légitime à pourquoi on met autant d'efforts à organiser cette structure sur le territoire. Pourquoi oui, c'est vrai que ça coûte d'aller aux réunions le soir, mais prise de conscience aussi que bah, c'est aussi un moment où on peut déposer, on peut discuter, on peut échanger, on se sent épaulé et ça va aussi nourrir tout ce que je vous disais tout à l'heure, côté ressources, côté in. Merci Voilà. Nathalie. Merci beaucoup.